Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez en Guinée et dans le monde. Merci d'être connecté à votre émission CENI en Action, une émission qui vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution en charge de l'organisation des élections et référendums en République de Guinée. Aujourd'hui, le thème du jour porte sur le fonctionnement du département juridique de la CENI. Pour comprendre les attributions du département juridique et leur application, nous recevons pour vous sur ce plateau deux juristes. À ma gauche, M. Alassane Makanera Kaké, il est juriste, commissaire, directeur du département juridique et accréditation de la CENI, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre invitation. Merci. Et à ma droite, nous avons M. Mamadi Troa Kiaba, il est juriste, commissaire et porte-parole de la CENI, à qui nous disons également bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, comme je le disais, le thème du jour porte sur le fonctionnement du département juridique de la CENI. Alors, la CENI a l'obligation morale de veiller au respect des lois et des procédures électorales. Alors, je commence par vous, M. Kaké. Vous êtes le directeur du département juridique et accréditation au niveau de la CENI. Alors, dites-nous concrètement quel est le rôle d'un département juridique au sein de la Commission électorale nationale et indépendante. Quelles sont ses attributions et comment fonctionne-t-il? Bon. Le département juridique et accréditation au sein de la CENI joue un rôle important. Pour la simple raison, nous savons qui dit élection dit la loi. En réalité, l'élection, c'est la loi. Et le département juridique a pour mission principale de veiller à ce que les actes pris par la CENI respectent le principe de la légalité pour que nous ne nous écartons pas de la loi. C'est le rôle, l'attribution principale. Mais pour y arriver, le département a l'obligation d'abord de faire la veille juridique. Cette veille juridique, on le voit de deux niveaux. D'abord, suivre la conformité des décisions prises par la CENI à la loi et aussi suivre l'évolution et la mise à jour de la législation en matière électorale. Par exemple, tout de suite, on a la constitution de 22 bon, comme le jour de 14 avril 2020, on a cette constitution. Avant, c'était celle de 2010. Donc, on a l'obligation de remplacer dans notre cadre juridique la nouvelle constitution qui va prendre place à la place de l'ancienne constitution. C'est une sorte de veille juridique pour suivre l'évolution, pour ne pas que nous ne soyons pas en déphasage avec la loi. Donc c'est le département juridique, au niveau de la veille juridique, qui doit voir est-ce que la législation évolue, et si elle évolue, on tient compte. C'est pourquoi dans le guide du commissaire, du guide du candidat, vous verrez qu'on a tenu compte de l'évolution de la législation. Ce n'est pas le guide de 2010 ou de 2015, parce que la loi électorale a évolué. C'est un premier exemple. De l'autre côté, nous avons tous les actes juridiques dans le domaine électoral conservés chez nous. Si nous revenons, ça c'est au niveau de veille juridique, de veille juridique, on passe au secrétariat juridique. Ça veut dire, les actes, nous devons les classer, les garder. Si vous avez besoin d'une loi sur les élections ou d'une loi dans laquelle, ou un texte juridique, que ce soit contrat ou acte juridique, vous partez au département, vous devez accéder. Ça, c'est secrétaire juridique, donc on n'est pas dispersé. On peut aller tout de suite, on a la documentation. En plus, nous participons sur le plan opérationnel dans le fonctionnement direct de la CENI
à l'élaboration des projets des actes juridiques, c'est-à-dire les décisions, les contrats, les projets sont rédigés au niveau du département juridique. Pour la simple raison, c'est à ce niveau qu'on peut essayer de voir est-ce que ce que nous sommes en train de faire est conforme aux lois guinéennes. Par exemple, si je prends les marchés publics au niveau de la CENI, on applique le code des marchés. Donc, c'est la loi sur les marchés publics de la Guinée qu'on applique au niveau de la CENI. On passe également, comme activité aussi, on sert de conseiller ou de conseil assistance à l'institution au niveau des autres départements. Par exemple, nous travaillons avec le département de la formation et démembrement. S'il y a question juridique, opération, s'il y a question juridique, reviennent avec nous. Question des délais légaux, nous les assistons. Et s'il y a des documents, par exemple, la formation veut élaborer des documents de formation, vous trouverez que dans ces documents de formation, obligatoirement, il y a les aspects juridiques. Donc, encore, nous sommes mis aussi en contribution pour regarder la partie aspect juridique. Ensuite, nous représentons l'institution dans le règlement des conflits au sein de l'institution et aussi devant les tribunaux. Et on gère les contentieux internes. Et ce qui est beaucoup important, nous faisons le suivi du chronogramme dans le cadre du respect des délais légaux. Là, on suit le respect des délais légaux. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, élection, c'est la loi. Comme dans le chronogramme, les gens disent souvent n'importe quoi, mais c'est que nous avons deux sortes de délais. On a les délais opérationnels, ça dépend de l'ensemble des CENI, surtout le département opération. Mais en matière de délais légaux, c'est la loi qui l'impose. On ne fait que rappeler et demander aux différents acteurs de respecter les délais. La partie opérationnelle, c'est fait à la CENI. Mais les délais légaux, c'est à l'Assemblée et autres autorités compétentes pour faire des réglementations. Enfin, nous faisons le suivi des contrats passés par la CENI avec d'autres acteurs. La dernière attribution qui vient d'être ajoutée, c'est l'accréditation. C'est-à-dire voir quelle ONG peut avoir l'accréditation pour faire l'observation électorale. En gros, le département juridique, avec 3 sections, un service technique et une direction, essentiellement a pour rôle ou pour mission principale à ce que les actions et les activités de la CENI s'inscrivent dans le cadre de la légalité. C'est la grande mission que nous avons. Pour ne pas qu'on nous taxe qu'on a fait ceci et cela. Nous nous battons avec l'aide de tous les autres commissaires à ce que les actes produits ici soient conformes à la loi guinéenne. Oui, des conventions auxquelles la Guinée aussi a ratifié. Et globalement, c'est ce que je peux dire au niveau des attributions du département juridique et accréditation. Mon frère Kaba peut en ajouter autre. Hein. Voilà, vous êtes le directeur du département juridique et accréditation au niveau de la CENI. Monsieur Kaba, vous êtes commissaire, vous êtes porte-parole. Alors, il se dit que la CENI indépendante est dotée de personnalité juridique. Qu'est-ce à dire? Encore une fois, merci. Et je voudrais vraiment remercier le docteur pour ces brillantes explications, ce qui permet de faire comprendre à nos concitoyens les attributions d'un département aussi important et sensible pour notre institution. Je voudrais donc, pour aller avec votre question et par la suite revenir sur ce qui vient d'être dit par le docteur en vue d'appuyer et de donner certaines illustrations. Alors, quand on dit que la CENI, en tant qu'institution constitutionnelle, est dotée de la personnalité juridique, ça voudrait dire que la CENI est dotée de cette personnalité qui lui permet d'avoir des droits et être sujet à obligation. En d'autres termes, c'est que la CENI
est dotée d'un budget, la CENI est dotée à un personnel, la CENI a des biens, et tous ces biens, tout ce personnel et ce budget, cet ensemble est différent de cet autre ensemble qui appartient à l'État. L'État a un budget, a ce personnel, a ses biens. Et donc la CENI en tant qu'institution qui est dotée de la personnalité juridique, dispose de ses droits, notamment un budget, un personnel, des biens. C'est autant dire qu'elle a des droits, elle est sur ce plan-là indépendante. De l'autre côté, elle est sujette à obligations, c'est qu'elle a des devoirs. Ça veut dire que vis-à-vis du personnel, c'est la CENI qui a le répondant, c'est elle qui doit payer son personnel. Elle peut rester en justice, c'est aussi une autre caractéristique de la personnalité juridique. Et donc, c'est pour dire qu'elle a cette personnalité qui lui permet d'agir, si vous voulez, comme une personne physique. Vous et moi, nous avons des droits, nous avons des obligations. Et vous direz que vous avez le droit à la liberté d'expression, vous avez le droit, les 3 catégories de droits à la santé, à l'éducation et autres, mais de l'autre côté, vous avez des obligations. Et donc, dans ce même contexte-là, la CENI aussi, en tant que personne morale, en tant qu'institution, elle a cette personnalité juridique morale. Donc, quand on dit personnalité juridique morale, c'est que vous êtes doté, vous avez des droits, vous bénéficiez, vous jouissez des droits, mais de l'autre côté, vous êtes soumis à des obligations. C'est ce qui découle de la notion de personnalité juridique. Et donc, la CENI, dans ce contexte-là, comme les autres institutions constitutionnelles, vous prenez l'Assemblée nationale, vous prenez la Cour constitutionnelle et autres, vous verrez bien entendu qu'elle a des droits, et d'un autre côté, elle a des devoirs qu'on pourrait, en d'autres termes, appeler obligations, même si on peut trouver quelques petites nuances. Et donc, cela me paraît assez important d'appuyer ce qui vient d'être dit par le docteur, c'est que quand vous prenez ce département juridique, je dirais c'est l'équivalent du ministère de la Justice dans un gouvernement. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux, dans un gouvernement. C'est que, et comme il l'a très bien dit, c'est le conseiller, c'est le département qui est le conseiller juridique de l'ensemble des départements. C'est qu'aucun département ne doit aller sur un terrain juridique, sur le terrain de la légalité, sans avoir l'avis du département juridique. Parce que c'est dans ce département, vous avez le personnel qui est aguerri, le personnel qui a vraiment toute la connaissance sur cette question, sur cette matière juridique. Et donc, du coup, les 7 départements, parce que la CENI est constituée de 7 départements. Donc, les 7 départements, vu la synergie qui sont entre eux, c'est le département juridique qui est le conseiller juridique de l'ensemble de ces départements. Et comme il l'a dit, il y a le suivi qui est là. C'est qu'en plus des conseils que ce département doit donner et donne, parce que c'est aussi bien une obligation, mais il s'acquitte, ce département s'acquitte très bien de cette obligation. Donc, en plus du conseil qu'il donne aux autres départements pour le respect de la légalité, comme il l'a dit, quand on parle d'élection, c'est la loi, aucun acte ne doit être posé en violation de la loi, et donc le département juridique veille à ce que tous ces départements-là agissent conformément à la loi. Donc, en plus de ces conseils-là, il suit. C'est que quand un département est défaillant, c'est que pose un acte qui viole la loi, le département juridique le rappelle pour dire attention, là, vous n'avez pas respecté. Le cas, par exemple, de délai, quand on parle de l'établissement même du chronogramme qui a été le cas, le premier travail qui a été fait était du ressort du département juridique. Il a été question d'élaborer le tableau de bord juridique. C'est le département juridique qui a élaboré ce tableau de bord. Ça a été le premier élément dans l'organisation de cette élection présidentielle qui est prévue pour le 18 octobre 2020. Le premier élément ou la première activité qui a été menée à l'interne, c'est qu'en dehors du CIP qui est ouvert au public, la première activité à l'interne a été celle menée par le département juridique. C'était bien entendu de recenser tous les délais légaux liés à l'organisation de l'élection présidentielle. Et ce travail a été fait par quel département? Par le département juridique. C'est autant dire qu'il conseille, mais il suit la mise en œuvre
de toutes les activités qui incombent à aussi autres départements. Alors, dans ce travail, comme cela a été le cas, le premier document qui a été produit à l'interne, c'est bien l'œuvre du département juridique. Il était question là de recenser tous les délais légaux liés à l'élection, à l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est le département juridique qui a élaboré ce document et qui a été la boussole. C'est ce document, bien entendu, qui a permis à la plénière de mettre en place une autre commission, celle qui devait élaborer l'avant-projet de chronogramme. Parce que là, on avait déjà devant nous tous les délais qui devaient être respectés, notamment le délai qui ressort de l'article 43 de la Constitution, mais aussi l'article 159 du Code électoral qui prévoit que le premier tour de l'élection présidentielle doit être organisé 90 jours au plus, 60 jours au moins avant la fin du mandat en cours, du mandat du président de la République en cours. Et donc, ce travail a été fait par quel département? Par le département juridique. C'est vraiment pour dire que c'est un département essentiel, transversal, parce que, comme le docteur disait, l'élection, c'est le droit. Et donc, c'est un département transversal, important, qui conseille, qui suit, et par endroit qui peut alerter pour dire attention, il y a ce manquement-là, et donc prenez les mesures qu'il faut pour éviter qu'il y ait telle violation, parce qu'encore une fois, la CENI est tenue, obligée, et de fonder tous ces actes à la loi, parce que, encore une fois, cette légalité-là s'impose en elle. Voilà, parlant d'élection, ça parle de transparence électorale. Alors, je reviens vers vous, M. Kaba. Est-ce que la Guinée offre un cadre juridique qui garantit l'indépendance et la transparence électorale à la CENI actuelle? Oui, il faut, pour parler de cette question de transparence ou de cette indépendance, il faut d'abord rappeler qu'il y a 3 types d'OSE, organes de gestion des élections. Il y a 3 types. Il y a des OSE gouvernementaux, c'est-à-dire les OSE qui sont, disons, qui sont les ministères de l'Intérieur. C'est que l'OSE est confondu au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise. OSE, organe de gestion des élections. Voilà. Organe de gestion des élections. Donc il y a l'OSE gouvernemental, c'est le cas des ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Il y a les OSE mixtes. Vous verrez qu'il y a un organe indépendant qui supervise, mais il y a un département ministériel qui déroule les activités. Et il y a l'OSE indépendant. L'OSE indépendant, c'est que là, vous avez un organe ou une institution qui est indépendante et qui non seulement organise et qui supervise les opérations de vote. Donc, la Guinée répond, la CENI de la Guinée répond à la 3e catégorie, l'OSE indépendant. C'est donc dire que c'est une institution qui est prévue dans la Constitution. Vous verrez que c'est le titre 12 de la Constitution qui prévoit la CENI. Les articles 135 et 136 de la Constitution qui prévoient. Donc, vous verrez donc que la CENI, elle ne reçoit aucune influence extérieure dans la mise en œuvre de ses travaux. Et elle n'est soumise à aucun contrôle externe. C'est là son indépendance se trouve. Et donc, bien entendu, c'est une institution indépendante parce que là, et dans la mise en œuvre de ses travaux, elle ne reçoit aucune influence externe et encore, elle n'est soumise à aucun contrôle externe. Et elle répond donc à cette 3e catégorie. Donc maintenant, la question de transparence, c'est celle qui peut être liée à comment la CENI déroule ses activités. Et j'ai pu déjà vous dire cela en me basant sur certains exemples. C'est que pour l'organisation du scrutin prochain, qui est prévu donc le 18 octobre 2020, il y a un CIP qui a été organisé. Le CIP, c'est le comité interparti. C'est vraiment le moment qui est donné. C'est le cadre qui est créé entre la CENI et les acteurs du processus pour leur donner tous les détails sur ce qu'elle est en train de faire, sur ce qu'elle fera dans le futur. Et donc ce CIP a été organisé effectivement le 3 juillet dernier. Ça a été l'occasion pour la CENI d'expliquer aussi bien son chronogramme aux acteurs du processus, donc les partis politiques, les leaders politiques, les acteurs de la société civile, les médias, les partenaires techniques et financiers. Tous ceux-ci ont été invités à ce comité interparti
une manière de leur expliquer ce que la CENI fait et ce qu'elle compte faire dans les prochains jours. Ça, c'est un exemple de transparence. C'est vraiment, il y a beaucoup d'autres exemples. C'est aussi la conférence de presse du président de la CENI. Nous étions tous aux côtés du président et c'était l'occasion pour lui d'expliquer à nos concitoyens, aux médias notamment, eh bien, ce que la CENI a pu faire et ce qu'elle compte faire dans les prochains jours. Donc je dis oui qu'il y a de la transparence et ce qui permet à la CENI de communiquer avec les acteurs du processus. Alors nous revenons vers monsieur le directeur en charge du département juridique. Alors, est-ce que le cadre juridique des élections a évolué depuis la création de la CENI? Parlant, il a fait allusion à l'élection présidentielle de 2020. Quels sont les changements juridiques par rapport au scrutin présidentiel de 2010 et de 2015? Bon, l'évolution se situe au niveau constitutionnel. C'est qu'actuellement, on a une nouvelle constitution qui a donné de nouvelles dispositions. Je parle par exemple du parrainage. Mais du fait que le code électoral n'a pas suivi, on ne peut pas appliquer ces dispositions. Mais tout de suite, nous allons alerter, et comme la CENI l'a déjà fait, écrire à la Cour constitutionnelle, voici la loi qui doit s'appliquer, la constitution actuelle, mais nous avons des difficultés au niveau d'une disposition relative au parrainage des candidats. Finalement, la Cour constitutionnelle a pris un arrêt pour suspendre cette application. Ça signifie que toujours la CENI joue son rôle. On n'a pas attendu pour mettre les candidats dans les difficultés, parce que si rien n'avait été dit, la grande question qu'elle allait se poser, comment on aurait organisé les parrainages, comment les candidats auraient pu avoir cela. Donc il y a eu cette évolution. Et ce qui est sûr, après la présidentielle, la Guinée a forcément besoin d'un nouveau code électoral conforme à l'actuelle constitution. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il y aura des dispositions réglementaires. Donc, toutes ces dispositions viendront enrichir encore notre base juridique à la CENI relative aux élections. Mais essentiellement, il y a eu un changement fondamental avec l'actuelle constitution, mais encore, il n'y a pas eu de temps nécessaire pour élaborer le code électoral et des documents et les règlements d'application. Voici globalement la situation actuelle de la législation électorale en Guinée. Voilà, vous qui êtes, je reste toujours avec vous, vous qui êtes le directeur du département juridique, est-ce que le cadre juridique actuel permet aux partis politiques de porter plainte ou d'introduire des requêtes auprès des tribunaux en cas de violation des droits électoraux pour obtenir gain de cause? Bon, depuis là, le droit électoral guinéen donne cette possibilité aux candidats. Malheureusement, souvent, ce n'est pas compris. Parce que notre droit permet de régler le contentieux avant les élections, pendant les élections et après la proclamation des résultats. Mais malheureusement, on attend après la proclamation des résultats, on regroupe tout, on met dans un même document, on envoie. Par exemple, souvent on dit non, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême n'a pas dit droit. Alors qu'un problème qui devait être réglé par un tribunal de première instance, vous attendez à ce que la fin du processus pour dire à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle de régler une compétence qui rêve du tribunal de la première instance, elle vous dit, ça ne relève pas de ma compétence, vous dit déni de justice. Donc ces détails sont importants. Est-ce que les représentants des partis politiques ont un accès effectif à tous les éléments du processus électoral? La CENI distribue, même maintenant, vous voyez les commentaires des lois, la CENI met à la disposition des partis politiques, de tous les acteurs du processus électoral, des documents, le code électoral, la constitution et autres documents relatifs aux élections. Ça, c'est régulièrement fait. Même maintenant, là, si vous partez demain pour le CIP, vous allez voir la distribution des centaines de guides du candidat à l'élection présidentielle, où tout est dit dedans. Quand est-ce que vous allez, quel document vous devez déposer, d'abord qui doit déposer,
comment déposer, quels sont les éléments constitutifs du dossier et comment revendiquer vos droits. Et les délais, tout est dedans. Je crois que c'est ce que la CENI peut faire. Hein. Mettre l'information, comme c'est la Constitution qui dit, la source accessible et envoyer directement aux intéressés. Parce qu'on ne vend pas les lois, la CENI ne vend pas. C'est des publications ou c'est des reproductions qui coûtent trop cher. On aurait voulu quand même les vendre. Ce n'est pas interdit. Mais la CENI, pour beaucoup plus approcher les acteurs, les accrocher aux lois, on a rendu gratuit. On fait une distribution gratuite. Là, ça se fait. Alors que pour faire un seul document là, c'est de l'argent. Imaginez qu'on fasse 3 000, 5 000, 10 000, on distribue gratuitement la charité. C'est parce que la démocratie est naissante, ou bien chacun, ce n'est pas à la CENI, juridiquement, de distribuer les lois. La CENI n'est pas législateur. Je suis parti politique, j'ai l'obligation de chercher mes sources d'information, recenser tout ce que j'ai besoin pour faire mon activité. Mais la CENI va au-delà, se substitue aux acteurs politiques, aux acteurs de processus électoral, à travers le département juridique pour donner toute la documentation juridique et mettre à leur disposition, j'insiste, gratuitement. C'est très important. Cet aspect mérite d'être cité plusieurs fois. Pour la simple raison, moi je suis avant tout enseignant. Mais je n'ai jamais assisté à la distribution des brochures gratuitement à l'université, alors que c'est eux qui sont pauvres. Mais la CENI distribue gratuitement à des partis politiques qui demandent 20 milliards de plafonnement de fonds électoraux, mais on les distribue gratuitement. Donc cet effort doit être dit et doit être connu. Que tout cela, c'est ce que M. Kaba vient de dire, c'est parce que la CENI se bat pour qu'il n'y ait pas de tâche sur la question de transparence. Parce que la première transparence, c'est la connaissance des lois. Et la deuxième, c'est être impliqué dans tout le processus électoral. Et si vous regardez les démembrements, en réalité, c'est plus de 5 000. La CENI centrale, c'est 17. Pratiquement, qui est impliqué? Mais c'est les autres acteurs, les partis politiques, la société civile, sont mieux impliqués. 17 sur 5 000 et quelques. Donc, vous voyez un peu, question de transparence, ce n'est pas la CENI centrale qui supervise les urnes. Ce n'est pas la CENI centrale qui enregistre quand on dit à des mineurs. Mais ce n'est pas la CENI centrale qui met les mineurs, c'est les démembrements. Ces démembrements, c'est qui? C'est des gens choisis par les partis politiques. Pour vous dire juste, il faut faire très attention quand on parle question de transparence. Moi, je vois du début à la fin, il y a une question de transparence. Parce que la CENI ne surprend pas. On sait exactement ce qu'elle fait. Et même si vous passez aujourd'hui dans les escaliers, vous irez jour J moins. Jour par jour, c'est affiché. Jour J moins, jour J moins. D'accord. Alors, nous allons évoluer. Nous nous tournons vers M. Kaba. Alors, vous savez, nous sommes dans un pays de manque de confiance généralisée entre acteurs politiques où tout est résolu sur base des négociations. Alors, dites-nous, que faut-il pour consolider le cadre constitutionnel et juridique régissant les élections de façon à éliminer les incohérences ou interprétations conflictuelles des décisions prises sur la base de négociations politiques? Une très bonne question, et une question, ma foi, qui a été plusieurs fois soulevée. Et il faut vraiment dire que souvent on constate ça. Entre différents textes de loi, il y a souvent de l'incohérence, il y a souvent des chevauchements, et du coup, ça crée un problème. Nonobstant que les lois sont dans une certaine catégorisation, vous avez la Constitution qui est la loi suprême, ensuite vous avez les lois organiques, ensuite vous avez les lois ordinaires. Et ce qui signifie qu'une loi ordinaire ne doit être contraire à une loi organique ne doit être contraire à la Constitution.
Mais nonobstant cette hiérarchisation des normes juridiques, il faut vraiment noter que souvent on constate qu'il y a des chevauchements, de l'incohérence entre des textes de loi. Vous prenez par exemple le code électoral, vous verrez, c'est ce que le docteur a soulevé tout de suite, même si on peut comprendre cet état de fait. Vous avez le code électoral qui date du 24 février 2017, vous avez la Constitution qui date du 14 avril 2020. Donc, du coup, il y a une évolution dans la Constitution qui, malheureusement, n'est pas prise en compte dans le Code électoral. Et le Code électoral, en tant que loi organique, donne le détail de la Constitution sur ces parties qui traitent les élections. Mais cette situation était aussi compréhensible parce que nous étions déjà dans les 6 mois qui précèdent une élection. Et selon le protocole de la CEDEAO, sur la gouvernance, la démocratie, il est dit que dans les 6 mois qui précèdent une élection, aucune révision de la loi électorale n'est possible sans un large consensus. Et effectivement, la Constitution a été adoptée, mais on était déjà dans ce délai. Et toute modification du code électoral serait contraire à cette disposition d'une norme sous-régionale. Donc on peut comprendre cet état de fait. Et c'est là où cette nécessité à laquelle le docteur faisait allusion, c'est-à-dire que la réforme du code électoral s'impose. Ça veut dire que la législature prochaine doit naturellement se pencher sur l'adaptation du code électoral à la nouvelle constitution. C'est l'une des illustrations qu'il donnait tout à l'heure sur le parrainage. Le code électoral ne traite pas alors que c'est prévu dans la Constitution. Donc il a fallu une démarche pour que les acteurs politiques ne soient pas victimes de cette incohérence-là, mais une incohérence que nous comprenons et que je viens d'expliquer parce que le code électoral ne pouvait pas être modifié parce qu'on était déjà dans un intervalle de temps au cours duquel aucune modification ne pouvait intervenir sans un large consensus. Mais il y a vraiment cet état de fait. C'est aussi, quand vous prenez le code électoral lui-même, il y a des choses, et pour les non-juristes, ça peut être une incohérence, mais pour les juristes, c'est bien une logique. Le docteur disait ça aussi tout de suite, et qui vraiment est important de réitérer, c'est que souvent, dans les recours, on ne fait pas la part des choses. On ramène tout à une institution, alors que cette institution a des domaines de compétences bien définis. Quand vous envoyez des questions de pénalité, c'est-à-dire des infractions que vous commettez pendant le processus électoral, devant la Cour constitutionnelle, elle n'est pas compétente pour connaître ça. Il y a des infractions qui peuvent être commises pendant le processus. Pendant le vote, par exemple, vous faites bourrage d'urne, vous volez même l'urne, vous faites voter des mineurs, ou vous faites voter une personne plusieurs fois. Ce sont des infractions qui sont prévues et punies dans le code électoral. Mais là, ça, ce sont des questions qui relèvent de la compétence des tribunaux de première instance. Il faut donc que les acteurs politiques, en particulier, et de manière générale, les citoyens comprennent cet état de fait, que ces questions ne peuvent pas se retrouver devant la Cour constitutionnelle, sinon simplement elle va se déclarer incompétente. Ça ne signifie pas qu'elle n'a pas la connaissance pour se prononcer sur ces questions, mais simplement elle n'a pas cette attribution de traiter de ces questions-là. Et c'est justement ces questions-là qui doivent être bien cernées par les acteurs politiques et surtout les citoyens pour éviter souvent de jeter du discrédit sur les décisions de justice ou même sur le travail qui est fait par la CENI. Alors, je dis oui, il y a des textes, il y a souvent cette question de cohérence qui se pose, mais cela revient à qui? Au législateur. Le législateur doit pouvoir être plus global dans le travail qu'il fait et pour justement éviter que l'on retrouve, par exemple, une disposition du code électoral qui a un porte-à-faux avec une disposition du code des collectivités locales, ou une disposition du code des collectivités locales qui a un porte-à-faux avec une disposition de la loi organique sur la CENI, la loi organique 044. Donc cette question de cohérence-là revient au législateur parce que l'Assemblée est la seule institution habilitée à voter des lois. Je puis quand même être convaincu ou rassuré que nos députés qui viennent d'être élus ont toute la matière qu'il faut pour mener à bien ce travail de cohérence entre les différents textes de loi. Voilà.
Alors, nous tournons à nouveau vers monsieur le directeur. Alors, dans vos attributions, il est noté que vous êtes celui qui doit examiner la recevabilité des candidatures suivant le code électoral. Alors, dites-nous, juridiquement, qu'est-ce qui peut entraîner la non-recevabilité d'une candidature? Bon, en fait, là, il faut diviser en deux. Si c'est l'élection présidentielle, c'est la Cour constitutionnelle qui s'occupe de cela. Maintenant, l'élection des députés, les dépôts de candidature se fait à la CENI. Nous nous prononçons sur les documents, mais plutôt nous conseillons d'ailleurs. Parce qu'on pouvait faire une CENI fermée. On attend, vous déposez le dossier, ce n'est pas complet, on garde. À la date, on vous retourne, on dit que ce n'est pas complet. En ce moment, votre document n'est pas pris en compte. Donc, on fait vraiment un travail mécanique parce qu'on te dit déposez tel, vous déposez. Si le dossier sont complets, vous n'avez aucun problème. Mais souvent, notre pratique, pour dire encore, nous voulons vraiment aller avec les acteurs. Quand il y a un candidat qui dépose des dossiers, quand on constate que ce n'est pas complet, on le conseille. On devient conseiller. Ah, comme vous avez un délai 5-6 jours encore ou plus, partez prendre ça, l'autre papier n'est pas valable, on les donne ce temps d'aller reconstituer le dossier, parce que le droit n'est pas interdit. On peut se renfermer, personne ne peut nous dire qu'on a violé la loi, ce que toi-même tu as déposé en garde. Le jour d'examen des dossiers, on te le retourne parce que le dossier est incomplet. Personne, la loi ne nous oblige pas. Ensuite, comme on peut également être de bonne foi pour la marche de la démocratie, être conseiller. Vous venez, bon, vous avez encore le délai pour aller reconsulter vos dossiers, tels ne sont pas bons, vous ramenez, on reprend. En fait, c'est comme ça que nous fonctionnons ici. Aucun candidat ne vous dira qu'il a déposé un dossier pré-examen, qu'on ne le dit pas sur place. D'abord, tant il manque ça, va chercher et revenir. Où c'est complet, on prend. Donc, on laisse toujours cela. Nous ne sommes pas là pour empêcher les gens d'aller, parce que c'est une démocratie naissante, il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas une institution qui empêche les candidatures, mais on veut que les gens soient candidats. Ou bien on aurait pris l'autre volet, vous déposez parce que vous êtes... Nul n'est censé ignorer la loi. Vous connaissez la loi. Déposez ce que vous voulez. Si ce n'est pas bon, on vous retourne, ce n'est pas bon. Personne ne nous condamne. Mais comme la loi ne nous interdit pas d'aider la démocratie, nous avons pris l'aspect d'aider la démocratie. Voici un peu comment ça fonctionne. Et parlant de violation de loi, vous êtes toujours dans vos attributions, celui qui doit défendre les intérêts de la CENI et les commissaires au niveau de la justice. Alors, est-ce que cela veut dire que les commissaires de la CENI sont aussi justiciables en cas de violation des lois de la République? Exactement, mais seulement on a une certaine garantie. C'est-à-dire, c'est comme les députés de l'Assemblée nationale, le commissaire n'est pas un citoyen ordinaire. Et dans l'échelle administrative, c'est exactement comme ça. Il y a une démarche particulière à faire pour qu'un commissaire soit justiciable devant, soit justiciable. Donc, il y a toute une procédure extraordinaire. Parce que ce qui est ordinaire, c'est convocation va te présenter. La CENI, il y a l'adresse au bureau, la demande au bureau, il y a la plénière, l'autorisation, puis pour que le processus soit déclenché. Ça ne veut pas dire qu'un commissaire fautif ne peut pas être sanctionné. Mais il faut que la sanction quand même soit justifiée avant de le lâcher. Et c'est tout à fait normal pour le bien d'un service public. Les hautes personnalités qui agissent au nom de l'État, si on les fait des citoyens ordinaires, celui qui ne veut pas que M. Kaba fonctionne, je peux faire des calomnies sur lui. Au moment où il doit aller travailler, je le trimballe à la justice. 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, on dit non lieu. Mais moi, mon objectif est atteint parce que je ne voulais pas qu'il siège. C'est pourquoi ces mécanismes ont été imaginés. Il ne faut pas que des gens de mauvaise foi empêchent le fonctionnement normal des services publics. Donc, c'est des privilèges, c'est vrai, mais pas, les privilèges ne portent pas sur la personne,
mais pour l'intérêt général. En réalité, c'est ça, c'est l'intérêt du service. Est-ce que M. Kaba a quelque chose à rajouter? Oui, c'est ce qui est bien dit déjà. C'est justement pour éviter que le responsable, l'agent qui assume des hautes fonctions ne soit victime souvent des démarches assez fantaisistes, que justement il y a un privilège aussi bien de juridiction que de procédure qui lui est accordé par la loi. Ce n'a rien d'autre que ça. Il n'y a aucune autre explication ou justification, sinon que lui permettre de travailler et n'est pas qu'il soit victime du service qu'il rend au nom et au compte de la République. Ça n'a pas d'autre raison que ça. Il n'est pas un citoyen, disons, il n'est pas lui-même au-dessus de la loi, mais seulement pour l'appliquer la loi, on suit une certaine procédure pour ne pas qu'il soit lui aussi victime parce qu'il agit au nom de la République. Voilà. Et parlant de décision, est-ce qu'au niveau de votre plénière, les décisions peuvent-elles faire l'objet de contestations d'un ou de quelques commissaires? Si oui, des sanctions sont-elles prévues à cet effet? Oui, il faut d'abord noter que conformément à l'article 16 de notre loi, la loi qui nous régit, la loi 044, qui est une loi organique naturellement, conformément à cet article, le mécanisme de fonctionnement de l'institution est indiqué. Nous avons la plénière, il y a la réunion du bureau, la réunion du département. Et cette réunion de plénière qui est, disons, l'instance suprême de prise de décision, et les décisions qui sont prises ou les votes qui sont faits, il faut dire que ces votes sont secrets. Et le secret de ces votes ou de ces délibérations doit être observé, doit être gardé. D'ailleurs, quand vous allez à l'article 12 de la même loi organique, la loi organique 044, vous verrez que chaque commissaire de la CENI, avant qu'il ne soit dans l'exercice de ses fonctions, prête serment devant la Cour constitutionnelle. Et dans ce serment, vous verrez que le commissaire s'engage sur l'honneur de respecter scrupuleusement le secret des délibérations et des votes. Et même jusqu'après la cessation de ses fonctions. C'est que le silence sur le vote ou sur les délibérations de la plénière doit continuer même après la cessation des fonctions. Ce n'est pas que je suis commissaire, moi, maintenant là, je dois garder le silence sur les votes ou les délibérations. Et qu'une fois que je suis en dehors de la CENI, je peux me permettre d'aller publiquement ou même en privé, dire que voilà, le jour où on s'est réunis pour fixer la date du scrutin, moi j'étais opposé, c'est tel qui ont voté. Si vous faites ça, vous avez fait le parjure. Et le parjure est déjà une infraction. Et dans ce serment, vous verrez que le commissaire s'engage à subir la rigueur de la loi en cas de parjure. Ce qui veut dire que ce secret de vote ou de délibération doit être observé. Maintenant, un de nous qui n'observe pas ça, autrement dit, qui divulgue ce secret-là, ce vote ou cette délibération, naturellement, a commis un parjure et ce parjure nécessite une sanction. Et lui-même, il a consenti à se plier à cette sanction parce qu'il dit il s'engage sous l'honneur à subir la rigueur de la loi en cas de parjure. Monsieur Makanera, toujours parlant de règlement intérieur, il est aussi dit que les membres de la CENI et ses démembrements sont soumis à l'obligation de réserve. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d'un parti politique, ni manifester leur soutien à un candidat. Est-ce vraiment le cas dans les faits? Quelles sont les sanctions y afférentes? Bon, en fait, parlons d'abord, comme vous l'avez dit, la loi, parce que les faits, ce n'est pas facile à contrôler. Le principe est clair, c'est l'obligation de réserve. Parce que pour moi, l'obligation la plus contraignante, c'est l'obligation de réserve. Ça veut dire quoi? Même ce que la loi t'autorise à faire, toi, ta position fait que tu ne dois pas le faire. Parce que les autres cas, c'est facile, c'est la loi qui dit ne fais pas. Mais l'obligation de réserve, il dit même si tu es en position, la loi t'autorise, mais à cause de ta position, il ne faut pas le faire. C'est pourquoi je dis que c'est la plus contraignante.
Mais d'abord, je reviens sur deux choses. Mon frère vient de parler sur la chose la plus importante, c'est le serment. Pour moi, la proposition que j'ai faite déjà à la CENI, c'est de faire des formations approfondies sur le serment. Le Guinéen moyen ne comprend pas la valeur du serment. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que les commissaires ne comprennent pas, mais je souhaiterais qu'on ait la même lecture comme il vient de faire sur le serment. C'est très profond. Tout part de là. Si on considère le serment comme simple rituel, je le jure, ça s'arrête là. Et quand si on le comprend même, comme c'est le fondement même de ta présence dans l'institution, ce n'est pas le même comportement. C'est pourquoi je dis, c'est une question fondamentale. Il faut que nous acceptons de discuter sur le serment. Donc maintenant, les autres dire c'est respecter, pour conclure là-dessus, si je ne sais pas ce qu'est le serment, je peux faire par ignorance violer mon serment. Donc je devais savoir les contours et les limites du serment pour pouvoir agir. Mais si je ne sais pas ça, je crois bien faire, je peux mal faire. Je crois souvent, ça arrive. Là, je vous le dis, ça arrive partout. Souvent, on pense qu'on est en droit de faire, alors qu'on est totalement en porte-à-faux avec le serment, mais en le faisant, je l'ignore totalement. C'est pourquoi j'ai proposé une sérieuse formation pour les membres de la CENI et les démembrements. Sérieuse formation. Pas venir réciter, partir, non. Sérieuse, mot à mot, les conséquences. D'abord le pourquoi, l'importance et les conséquences. Il faut qu'on en discute. Formidable. Vous voyez, c'est là que je parlais de la synergie entre les départements qui composent la CENI. Il y a 7 départements. Le docteur vient de parler de la formation, aussi bien des commissaires que même voilà, les membres des démembrements. Parce que nous reposons sur nos démembrements. Et ouais, le volet qu'il soulève là rentre déjà dans les compétences d'un autre département, département formation et éducation civique, dont je suis directeur, l'un des directeurs. Donc c'est pour dire que nous travaillons en synergie, en complémentarité. Le serment, pour bien le connaître, pour bien le débattre, ça c'est le département juridique. Donc il peut, et je soutiens sa proposition, il peut bien, son département peut concevoir un module sur le serment, et ce qui est d'ailleurs, moi je trouve une nécessité vraiment que nous comprenions tous les termes du serment, pour ne pas que nous soyons dans l'imagination, est-ce que nous comprenions ou pas, non, que la formation ait lieu, mais dès qu'on rentre dans l'aspect formation, c'est que le département juridique va prendre son document, il le donnera à qui? Au département formation et éducation civique. Ouais. Et c'est au département formation maintenant de mettre, de planifier, voilà, de mettre tout ce qu'il faut pour tenir bien cette formation. C'est une manière de montrer ou de dire à l'opinion que nous sommes en parfaite synergie et aucun département ne peut travailler de manière isolée. Nous travaillons en synergie et c'est vraiment pour corroborer ce que le docteur disait que j'ai pris la parole. Voilà. Alors, actualité oblige, il y a souvent cette question qui revient. Il y a l'article 6 qui dit que les partis politiques habilités à désigner les commissaires de la CENI doivent satisfaire aux critères ci-après. Avoir participé aux 2 dernières élections nationales, c'est-à-dire législatives et présidentielles, précédant la mise en place de la CENI. Avoir au moins 2 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce vraiment le cas actuellement? Bon, là je réponds rapidement par la lecture de la loi même. L'article 6 est clair. Après la mise en place de la CENI, il n'y a aucun parti actuel, enfin il y a peu de partis, non, pratiquement je dis peu, qui remplissent les conditions, je prends RPG quand même, qui remplit les conditions d'avoir participé à des élections nationales.
Mais les autres partis, je ne vois pas s'il y en a beaucoup. Mais allons-y plus loin. J'écoute ce qui se dit. Dire que j'ai écouté pas seulement les partis politiques, les leaders partis politiques, même des journalistes, que la configuration politique a changé, il faut une nouvelle CENI. Mais je m'en vais les renvoyer à l'article 8, alinéa 3 de la loi 044, qui dit clairement la modification du paysage politique ne peut entraîner la recomposition de la CENI avant la fin du mandat de ses membres. L'article 9 dit le mandat est de 5 ans. Autrement dit, si on doit recomposer la CENI, c'est en 2024. Voici la loi. Maintenant, s'il y a même une nouvelle loi, avec le principe constitutionnel de la Guinée, la loi ne dispose que pour l'avenir. Même si un nouveau code ou une nouvelle loi sur la CENI intervenait, notre disposition concernée dit la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle ne touche pas le passé. Donc même cette loi, elle ne commencerait à être appliquée qu'après 2000 ou qu'en 2024. J'aimerais que, parce que quand on dit démocratie, c'est d'abord la loi. Parce que moi, ça me fait très mal qu'on parle de la démocratie et qu'on fout au sol la loi. Parce que c'est les deux pans. La démocratie, l'institutionnalisation de la liberté, et il est institutionnalisé par la loi. Vous ne pouvez pas dire je suis démocrate, mais je marche sur les lois de la République. Ça, quand on est élu, il faut faire attention. C'est-à-dire un élu qui rejette la loi, je ne comprends plus rien. Je dirais, c'est une femme qui met un enfant au monde et jette. Parce que l'enfant le papa de la loi, mais ce sont les députés. Si c'est eux-mêmes qui veulent marcher sur la loi, on ne peut pas comprendre. En tout cas, je prendrai exactement comme cette maman, après avoir mis au monde son enfant, jette l'enfant dans la poubelle. Est-ce que voilà. M. Kaba a quelque chose à rajouter avant de revenir sur la question? Je voulais dire, oui, la composition actuelle de la CENI répond, disons, à la description que vous avez faite en posant la question. Vous avez les 17 commissaires, vous avez 2 qui sont issus des organisations de la société civile, vous avez 1 qui est ici, qui est proposé ou qui vient de l'administration, vous avez les 14 qui viennent des partis politiques, dont 7 de la majorité présidentielle et 7 de l'opposition. Donc oui, la composition actuelle répond bien, à ce qui est prévu par la loi. Je suis d'accord avec le docteur. L'article 8, dans le dernier alinéa, prévoit effectivement cette situation, voilà, pour dire que la recomposition du paysage politique ne doit pas avoir d'impact sur la composition de la... Parce que vous verrez même qu'il est dit, ayant précédé, c'est qu'il faut que le parti politique ait pris part aux deux élections nationales ayant précédé. C'est-à-dire, voilà, précédé veut dire avant. C'est vraiment des concepts qui nécessitent quand même une compréhension. Nonobstant l'adoption d'une nouvelle constitution, ce qui peut être une autre situation. Mais si on reste dans la loi 044, le docteur a très bien dit, là, c'est une disposition qui est claire, qui a l'avantage d'être claire. Et quand une loi est claire, on ne l'interprète pas. Parce que vouloir interpréter une loi claire, vous voulez donner un autre sens. Et donc, c'est ce qu'on peut dire. Je note, en tout cas, nonobstant qu'on ait une nouvelle constitution. Parce que la loi 044, voilà, 044 est issue de la constitution de 2010, le 7 mai 2010. Maintenant, nous avons une nouvelle constitution qui est du 14 avril 2020. Naturellement, les lois organiques doivent être adaptées. Cela peut avoir d'autres effets. Parce qu'on doit rappeler qu'il y a des CENI dont le mandat a été écourté avant l'expiration. Mais ça, c'est des situations des faits, que nous soulevons simplement pour permettre à nos concitoyens de comprendre la chose dans sa globalité. D'accord. Nous sommes presque arrivés au terme de notre émission du jour. Alors, une question bonus pour les deux. Je commence par monsieur le porte-parole, monsieur Kaba. Alors,
d'aucuns pensent que la CENI doit être technique à la place de celle actuelle, c'est-à-dire une CENI politique. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça, c'est une question d'opinion. C'est purement une question d'opinion. Je vous ai tout à l'heure parlé des 3 catégories ou des 3 types d'OZE, les organes de gestion des élections. Il y a 3 catégories. L'OZE est soit gouvernemental, soit il est mixte ou il est indépendant. Et le type que nous avons, c'est un OZE indépendant, un organe de gestion des élections indépendant. Maintenant, que cette institution soit technique ou politique, ça c'est une question d'opinion. L'essentiel est qu'elle soit indépendante. Et effectivement, la loi rend l'institution indépendante. Et elle est indépendante, il faut qu'on le dise. La CENI ne reçoit aucune influence pour la mise en œuvre de ses travaux. La CENI n'est soumise à aucun contrôle externe. C'est là où son indépendance réside. Ce n'est pas que les fonds qui sont mis à disposition de la CENI. Non, la CENI n'est pas une régie financière pour qu'elle génère elle-même ses fonds. On met les fonds à la disposition de la CENI. Si c'est ce qu'on peut considérer comme une entorse à l'indépendance de la CENI, ce n'est pas comprendre ce qui veut dire un OG indépendant. Donc, je dis alors que CENI technique ou politique, c'est des appréciations, ce sont des opinions. L'essentiel est que les hommes et les femmes qui animent l'institution ne soient soumis qu'à la seule autorité de la loi. C'est là où l'indépendance peut encore être renforcée et c'est là où le concept technique ou politique peut intervenir. Parce que c'est à quoi les gens pensent en parlant d'indépendance ou de CENI technique plutôt, c'est d'imaginer qu'il faut vraiment mettre les acteurs ou les partis politiques en dehors du processus. Il faut faire un appel à candidature pour composer l'institution. Il faut que les gens viennent déposer leur CV et qu'on les recrute comme ça. C'est ce que beaucoup pensent comme une CENI technique. Et que CENI politique, c'est une CENI qui est issue seulement que des représentants, ou pour la majorité des représentants des partis politiques. Je dis une chose, on ne peut pas aussi parler de la matière électorale en laissant les partis politiques de côté. Les partis politiques ont l'expertise. Tout ce qu'on peut exiger, c'est que, tel que la loi prévoit, la loi 044, pour venir à la CENI, pour être commissaire de la CENI, il faut avoir une expérience en matière électorale, une solide expérience en matière électorale. Et ce qu'on peut faire, c'est d'exiger que cette disposition de la loi 044 soit respectée. C'est qu'un parti politique, pour qu'il envoie un représentant à la CENI, il faut que ce représentant réponde aux critères indiqués dans la loi 044. Si on respecte ça, on aura une CENI à la fois. C'est un jeu de concepts. Technique, politique, les deux seront là. Mais il faut vraiment que ce problème de concept ne soit pas le fondamental au point qu'on puisse mettre en lot ou, disons, on puisse nier le travail qui est fait par les hommes et les femmes, et pour simplement dire qu'ils sont issus des partis politiques, donc c'est une CENI politique. On aurait préféré une CENI technique qui serait ici des personnes qui auraient compétit, qui auraient déposé leur dossier de candidature. C'est un problème de concept. Et ça se passe dans la tête. Voilà. Et vous, M. Makanera, CENI politique ou CENI technique? Bon, d'abord même, moi j'ai un problème de terminologie. Je ne sais pas ce qu'on appelle CENI technique. Parce que pour moi, ce que nous faisons ici déjà, essentiellement, c'est des travaux techniques. C'est d'abord ça. Maintenant, je reviens d'une autre façon. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas la composition, mais d'abord l'indépendance, c'est d'abord psychologique. C'est la personne. Donc, j'aimerais qu'on centralise le débat sur la formation, le renforcement de la capacité de la CENI, qui a déjà actuelle, qui a déjà une grande expérience. Il ne faut pas quand même jeter l'expérience de plusieurs années dans la poubelle. Et ça évolue, qu'on le reconnaisse ou pas. On a commencé par le Haut Conseil, on est venu à Sénat, on est venu à la CENI légale, à la CENI constitutionnelle. Ce qui est sûr, il y a certaines expertises. Mais il ne faut pas jeter ça à la poubelle. Il faut dire de corriger les dysfonctionnements. Je suis d'accord. Tout organe a des dysfonctionnements. Il faut les identifier, essayer de les corriger. Mais qu'on abandonne les terminologies. C'est ma position. Juste un point. Il ne faut pas qu'on voit la CENI seulement que par les 17 commissaires. Ouais. Il y a toute une administration. La CENI repose, chaque département repose sur une administration. Vous avez des sections qui sont composées par des cadres. Vous avez un chef service. Et donc, vous avez toute une administration. Il y a un secrétariat général.
donc un secrétaire général qui coordonne. Donc il y a toute une administration, il y a un service financier. Oui, c'est vraiment pour dire que c'est là où nous saluons votre plateau, parce que ça permet à l'opinion de comprendre comment d'abord la CENI est structurée et comment elle fonctionne. Il y a toute une administration qui est là, et ne pas confondre la CENI aux seuls 17 commissaires. Certes, ce sont les 17 qui participent à la plénière et qui prennent des décisions, mais ces décisions reposent sur les travaux, les réflexions faites par les cadres qui composent l'administration. C'est vraiment pour dire que technique politique, c'est un jeu de concepts, sinon au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, merci, nous tenons à vous remercier d'avoir participé à cette émission. Alors, l'élaboration des règles de jeu pour les élections doit être une préoccupation cruciale pour les partis politiques comme pour les candidats et citoyens. Les élections démocratiques servent à résoudre dans la justice et la paix la compétition qui existe entre ceux qui cherchent à exercer le pouvoir en tant que représentants du peuple. C'est sur ces mots que nous terminons cette émission dans l'espoir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. Merci et à bientôt.